Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Merci infiniment pour votre fidélité et merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés, puisque El Magharibiya a vu le jour en décembre 2011. Ça fait maintenant plus de 10 ans que l'aventure continue grâce à vous. Tant bien que mal, El Magharibiya avec vous essaye de donner la parole à son humble niveau à tout le monde, à tous les partis, tous bords, toute culture, à tous les invités qui souhaitent s'exprimer sur les sujets d'actualité dont nous traitons. Nous sommes en direct et chacun donc apporte ses analyses, sa réflexion, ses idées, ses avis selon les sujets que nous traitons. Et nous traitons, vous le savez, énormément de géopolitique en Algérie, d'actualité de nos frères et sœurs en Algérie et bien évidemment autour du Maghreb ou encore en Afrique entre autres et même en Europe. Vraiment merci infiniment pour votre fidélité puisque grâce à vous, depuis plusieurs années, nous sommes là à essayer de vous donner les informations, à essayer de vous éclairer avec nos invités bien évidemment. Et si nous existons depuis toutes ces années, c'est aussi parce que quelque part nous sommes les seuls à essayer de montrer les choses, de dire les choses sans spéculer, à essayer vraiment de donner des informations que vous nous envoyez, sont des images que vous nous envoyez et nous essayons encore une fois vraiment d'éclairer les téléspectateurs et téléspectatrices frères et sœurs en Algérie. Car malheureusement, on connaît la situation des médias au pays où la plupart, notamment des sujets tabous, des sujets qui fassent de la réalité du quotidien, on en parle peu. Donc merci encore une fois et merci pour tous les messages. On va parler de diplomatie ce soir. Vous le savez maintenant depuis quelques jours, nous revenons puisque la semaine dernière nous étions le 12 décembre 2022. Le 12 décembre 2019, le président de la République actuelle, Abdelmadjid Tebboune, a été élu, nommé, mis en place selon les avis des uns et des autres. Certainement, on y reviendra. Nous avons évoqué à plusieurs niveaux ces 3 années de mandature. C'est pas terminé puisque les élections arrivent en avril 2024, les prochaines présidentielles. On a parlé médias, bien évidemment, on a parlé politique, on a parlé liberté d'expression, quotidien des Algériens et des Algériennes. Ce soir, on va s'intéresser à la diplomatie, même si vous le savez maintenant depuis plusieurs semaines. Tout de même, on revient notamment sur cette situation et cette crise géostratégique. Nous avons énormément évoqué l'Algérie dans ses relations diplomatiques. Alors vous l'avez vu et encore dernièrement puisque le Premier ministre a reçu le Cambodge, le Président de la République a reçu le ministre des Affaires étrangères turc. Il y a pas mal de va-et-vient, d'arrivées comme ça en Algérie, à la capitale, au palais El Mouradia, notamment de hauts responsables, de ministres, de chefs d'État, donc qui arrivent à Alger, en Algérie depuis plusieurs semaines. On va essayer de comprendre effectivement à quoi rime, pourquoi toutes ces rencontres. Est-ce que c'est en faveur du pays? Est-ce que c'est dans son intérêt, notamment pour les prochaines années, ou c'est plutôt dans un intérêt de ces pays et surtout dans cette situation, notamment liée au conflit russo-ukrainien? Peut-on imaginer que si demain la situation était amenée à se stabiliser, est-ce que l'Algérie aurait la même position et est-elle en force aujourd'hui? On va essayer de comprendre aussi de quelle diplomatie il s'agit. Est-ce qu'elle est politique ou militaire, puisqu'on a vu quand même dernièrement que l'armée était très présente en Algérie, et notamment dans le cadre de la diplomatie. C'est une question qui se pose. On a vu notamment le chef d'état-major, Saïd Chengliha, recevoir plusieurs responsables, notamment entre autres américains ou français. On y reviendra sur ces images où le président français, Emmanuel Macron, s'est vu être reçu par le président algérien, mais pas que. Il y avait tous les hauts responsables de la sécurité algérienne qui le recevait. Voilà, on va essayer ensemble d'évoquer ces 3 années de diplomatie. Sur le plateau, alors 3 ans au pouvoir pour le président Tebboune, 2 points. Où en est la diplomatie en Algérie? Sur le plateau, plaisir de le retrouver. Jamel Guessoum, vous êtes président du Centre de recherche en sciences sociales ici en Île-de-France. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci infiniment d'être fidèle à la chaîne. Alors, est-ce que nous avons d'ores et déjà
Pas encore. Donc Aziz Moats, universitaire, auteur, journaliste, va venir nous rejoindre. Et puis Abdou Samar, journaliste, directeur de la rédaction d'Algérie Part, va venir aussi nous rejoindre. Mes collègues que je salue. Et je remercie d'ailleurs aussi toutes les équipes techniques qui travaillent dans l'ombre depuis des années. Infiniment, on les remercie car sans eux, il n'y aurait pas de chaîne, il n'y aurait pas d'El Marabiya. On va commencer, Jamel Guessoum, avec vous. Comme ça, dans les grandes lignes, d'abord. L'Algérie, un pays que vous connaissez, le plus grand pays d'Afrique avec toutes ses richesses. Comment vous pourriez définir sa diplomatie? Elle est politique? Elle est militaire? Y a-t-il un réel cap diplomatique? Y a-t-il quelque chose réellement d'assis? Ou est-ce que on navigue à vue selon un peu peut-être les intérêts, les contextes internationaux, les conflits, par exemple? Tout d'abord, la diplomatie est constituée de relations plurielles, qu'elles soient politiques, militaires, culturelles, économiques. Et donc, l'essence même de la diplomatie, c'est d'agir dans l'intérêt du pays dans toutes ses dimensions. Tout d'abord, c'est bien cela, la définition de la diplomatie. Dans votre question, effectivement, il y a diplomatie politique ou militaire. Je dirais c'est diplomatie politique et militaire et culturelle et scientifique. Et donc, c'est un tout. Maintenant, si on devait revenir par rapport à ce qu'est, puisque c'est aussi la question centrale de votre émission, visiblement, de ces 3 années de présidence, et comparaison n'est pas forcément raison, mais j'ai envie de dire que la diplomatie est effectivement revenue en force particulièrement depuis début mai 2022. Je pourrais m'en expliquer. Vous avez vous-même fait état de pas mal d'échanges diplomatiques, que ce soit avec le Cambodge, avec les États-Unis et d'autres. Et donc, la diplomatie algérienne est revenue en force et c'est un élément fondateur pour un pays, comme vous l'avez dit, le plus grand pays d'Afrique. On va y revenir dans le détail avec nos invités aussi qui vont venir nous rejoindre. Alors effectivement, dans la diplomatie, elle est culturelle, elle est même sportive. On l'a vu, on sort d'un événement planétaire où le football a été très politisé. Mais lorsque je pose cette question, est-ce que en Algérie, en général, dans un État, la diplomatie, elle reste politique tout de même. C'est le ministre des Affaires étrangères, c'est le président, ce sont les ministres qui gèrent. En général, les militaires, les chefs d'état-major ne se préoccupent pas spécialement des relations. Pourquoi y aurait-il dans toutes les ambassades du monde un attaché militaire? Si on devait en quelque sorte scinder les choses en deux. Vous allez à l'ambassade des États-Unis que je connais, il y a un attaché militaire, et dans toutes les ambassades du monde. Alors entre avoir c'est intéressant comme exemple, mais comme information, entre peut-être avoir un attaché militaire et puis que l'armée s'immisce. Gère, on peut pas cacher dernièrement, notamment le chef d'état-major qui reçoit la représentante à Alger des États-Unis, Madame Obin, pendant que le président Abdelmadjid Tebboune honore des sportifs. Alors, mais si cela n'a pas dérangé l'ambassadrice, pourquoi est-ce que ça vous dérangerait? Ah non, mais moi ça me dérange pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, il faut aussi faire un peu un effet miroir quand on se pose une question, c'est de savoir effectivement pourquoi moi, il n'y a rien qui me dérange, j'essaye de comprendre. Donc, n'est pas dérangeant, vous avez la réponse. J'essaye de comprendre avec vous, est-ce que c'est normal dans un pays que l'armée, notamment en Algérie, est très présente, notamment, on a évoqué sa présence dans les écoles, etc. C'est normal. Avec la culture algérienne, depuis l'ALN, depuis 1954 et même avant, la question de la politique et la question militaire, se sont ancrés dans la mémoire collective et historique du peuple algérien, donc il est parfois difficile de les scinder. Dernièrement, le président français, Emmanuel Macron, avait, on pourra revenir d'ailleurs sur cette année aussi en termes de diplomatie, parce qu'on pourrait évoquer l'Espagne, la France, le Maroc, on pourrait évoquer pas mal de relations un peu particulières au niveau de la diplomatie algérienne, mais il parlait de ce système politico-militaire. Est-ce que c'est pas ce dont il parlait justement, que le militaire s'immisce un peu trop dans de la politique, donc dans la diplomatie, notamment d'abord à l'intérieur, mais surtout à l'international? Disons que, puisque vous posez la question de savoir où est la question de la question politique au militaire, la diplomatie politique au militaire, lorsqu'il avait fait, c'était dans un instant bien donné et qui est entré dans le cadre de la politique intérieur français, c'était je crois de mémoire en novembre ou en décembre, et à l'Élysée, et dans un cadre bien particulier qui était de recevoir les enfants d'Arki et d'autres, donc il l'a fait dans un
cadre particulier, dans un timing choisi, mais qui répondait à des exigences de politique intérieure française et non pas en termes de relations et d'analyse internationale. Alors, on me dit donc qu'on va recevoir Abdou Samad dans une quinzaine de minutes et on va essayer de retrouver notre confrère Aziz Moats, universitaire, auteur, journaliste. Comment vous pourriez, c'est assez particulier, hein, notamment dans des rencontres pour l'Algérie. On a vu quand même maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Tout un va-et-vient de personnalités politiques. Est-ce que selon vous, tout ça, c'est lié à cette crise géostratégique, notamment dans le cadre de ce conflit, entre autres, russo-ukrainien? Et déjà, première question. Et puis, est-ce que demain, si cette situation était amenée à se stabiliser, est-ce que l'Algérie s'y retrouverait tout de même en ayant, est-ce qu'elle est aujourd'hui en position de force? Est-ce que réellement, toutes ces rencontres, on pourra évoquer aussi le sommet d'Alger, est-ce que réellement elle continuerait, parce que selon le palais, selon la présidence, elle est en position de force, en tout cas elle joue un rôle important, est-ce qu'elle continuerait à être en position de force, si tant bien mal qu'elle le soit ou non? Alors, il y a deux questions dans votre question globale. La première question était de savoir s'il y avait un lien entre la crise ou la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et sur la question géostratégique. Il y a aux hydrocarbures, bien évidemment. Bien évidemment, on y inclut la question des hydrocarbures. Et effectivement, il y a l'échiquier politique international dans ces zones d'influence est en train d'être rebattu et d'être refondé, notamment avec les BRICS, etc. Donc, il y a réellement, effectivement, un jeu de cartes qui se fait au niveau mondial et qui influe sur des questions hyper stratégiques qu'est l'énergie. Ça, c'est une évidence et qui fait que on se presse maintenant vers Alger. Votre deuxième question était de savoir, est-ce que cela pourrait être, ce n'est pas le mot que vous avez utilisé, mais être un tremplin pour, je pense que oui, je pense que ce serait tout à fait dommage et dommageable que les autorités algériennes n'utilisent pas ce tremplin pour aller vers d'autres choses qui puissent apporter du bien au peuple algérien, puisque in fine, et la finalité de tout cela, c'est que tout cela doit bien évidemment profiter au peuple algérien. Vous parlez de tremplin, mais est-ce que justement toute cette période où tout le monde, enfin beaucoup, pas tout le monde, mais beaucoup sont allés vraiment rencontrer Alger, d'ailleurs parfois sans évoquer, souvent d'ailleurs, hein, quasiment tout le temps sans évoquer des sujets qui fâchent comme la liberté d'expression. En tout cas, il y a eu réellement un engouement vers Alger. On va entendre tout à l'heure notamment le président russe qui dit clairement que il est très attaché, il encourage vraiment la politique que mène le président algérien. Mais réellement, même si vous parlez de tremplin, mais à l'heure actuelle, réellement, est-ce que sincèrement, dans ces relations-là, l'Algérie a démontré sa force, parce qu'elle en a une à tous les niveaux, déjà diplomatiquement, mais en termes aussi d'hydrocarbures. Oui, l'un est lié à l'autre, et donc le fait qu'elle soit devenue un centre d'intérêt particulier en matière d'énergie lui confère de fait une position prédominante en matière de politique et de diplomatie. Donc oui, effectivement, ça lui donne une certaine force et ça lui donne aussi une force économique. Et nous avions abordé cette question dans l'émission précédente, à savoir que 98 milliards de dollars pour l'année 2023 et pour démontrer de manière effective que le mi-mandat du président Tebboune aura été utile. Donc tout cela est lié de fait, hein, que ce soit l'échiquier mondial au niveau géostratégique, de création de zones d'influence qui est en train de bouger. L'Afrique, par rapport à la Fédération de Russie, en est la parfaite illustration. Donc on revoit l'échiquier complètement,
et des intérêts qui vont plus dans l'avantage de l'Algérie dans ses relations avec les autres pays. Cela me paraît être tout à fait une évidence. Alors, on va écouter maintenant le président russe, notamment, qui encourage. D'abord, il faut savoir que Vladimir Poutine a invité son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune à se rendre en Russie dans les semaines à venir. Et on a aussi un président russe qui encourage normalement la stratégie, notamment que mène l'Algérie dans sa politique internationale. أيضا علاقة قوية ممتدة ما بين روسيا والجزائر ودعونا الرئيس الجزائري لزيارة روسيا فهي إحدى الدول الرائدة في التبادل الاقتصادي والتجاري مع روسيا من شمال أفريقيا وهناك علاقة قوية أخرى تربطنا بهم وروسيا تدعم السياسة التي تنتهجها الحكومة الجزائرية على المستويين الإقليمي والدولي ونعمل على تعزيز استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلاقات الصداقة التي تربطنا بمصر. Jamel Gessoum, on vient d'entendre Vladimir Poutine, notamment évoquer, vanter. Si on a le temps, on écoutera aussi le président algérien qui est dans la même continuité. On sait dans les mêmes mots, en tout cas dans les mêmes émotions avec son homologue. Alors on sait que depuis maintenant une dizaine d'années, la Russie est un partenaire important, notamment dans l'achat d'armement. D'abord, comment vous réagissez lorsque vous entendez Vladimir Poutine dans cette période? Et puis rappelons tout de même que en termes de diplomatie, l'Algérie, donc notamment le président de la République, puisqu'on est là vraiment pour évoquer ces trois années de mandat, et là en termes de diplomatie, s'est fait interpeller par des eurodéputés, par des sénateurs américains, notamment dans la position de l'Algérie sur ce conflit, notamment russo-ukrainien, notamment au niveau les parlementaires américains ont interpellé vraiment l'Algérie en disant attention à s'abstenir et puis à voter contre, notamment sur des résolutions pour pénaliser, en tout cas pour avertir la Russie concernant son comportement, pour rappeler le contexte aux téléspectateurs sur son comportement, ses attaques vis-à-vis de l'Ukraine. Alors tout d'abord, le président Poutine est un président très pragmatique et qui ne voit, et c'est légitime, que l'intérêt de la Russie. Et de ce point de vue, il a des positions qui l'intéressent lui en premier lieu. Secondement, lorsque vous évoquez des instances internationales et qui voudraient en finalité mettre l'Algérie dans une case ou en l'autre, ce que l'Algérie n'a jamais fait de son histoire, parce que de cette position neutre, elle peut jouer un rôle de médiateur. Or, alors ça peut lui coûter cher. Justement, vous savez, lorsque vous dites par exemple que tout d'abord, l'Europe, puisque l'Europe, vous avez évoqué, n'est pas en position de faire payer cher à l'Algérie. D'ailleurs, puisque j'ai noté, cher Chaban, que vous avez dit que lorsque des politiques allaient en Algérie, ils ne parlaient pas beaucoup de liberté d'expression. L'Europe, comme les autres, se fiche de la question de liberté d'expression. Ils ne se concentrent que sur leur intérêt. La preuve, quand on a des parlementaires européens qui sont corrompus, qui viennent de donner des leçons de démocratie à l'Algérie, vous voyez que ça passe mal. De ce point de vue, j'ai envie de vous dire que placer l'Algérie, ça n'est pas rendre service à l'Ukraine que de mettre l'Algérie dans une ambivalence, c'est être pour ou contre, ce qui lui retirerait le titre de médiateur. On va recevoir Nordine Aoussat aussi dans un instant qui va réagir en quelques minutes. Mais pourquoi l'Algérie ne souhaite pas se positionner réellement? Soit elle s'abstient, quoi qu'elle s'y aide. D'ailleurs, je me contredis parce que c'est ce que j'étais en train de vous dire il y a quelques jours. Elle se positionne clairement. Justement, soit elle s'est abstenue, soit elle dit non, notamment sur ces résolutions de l'ONU concernant vraiment les attaques, le comportement de la Russie. Pourquoi elle choisit cette position-là? Pourquoi elle choisit cette position? De mon point de vue, je ne représente pas les autorités algériennes. Bien évidemment. Mais dans mon analyse, j'ai envie de dire que lorsqu'il y a des principes qui fondent le référentiel même de la politique algérienne depuis des décennies, soit elle va prendre position effectivement et des questions de principe telles que la Palestine par exemple, donc elle va avoir une position forte, soit elle s'abstient dans un sujet où elle pourrait peut-être
peut-être jouer le rôle de médiateur. Et donc, ce n'est pas contradictoire que de prendre des positions claires en votant non, par exemple pour une résolution contre la Russie, et de s'abstenir sur d'autres questions où elle pourrait éventuellement jouer le rôle de médiateur. Il n'y a pas pire en diplomatie. Donc pour vous, il y a une logique. Il y a quelque part une stratégie derrière. Il y a une stratégie. Parce que la diplomatie, ça reste de la stratégie, mais en ayant un peu, en ménageant un peu la chèvre et le chou, je crois. La chèvre et le chou, c'est ça. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a, on dit la diplomatie algérienne a réellement une stratégie assise? Oui, vous savez pourquoi? Parce que la plupart des pays qui prennent une position tranchée, d'un côté comme de l'autre, c'est par avance qu'il ne rendra pas service au peuple ukrainien, puisque en prenant cette position, il se retire la possibilité d'être médiateur. Il faut savoir ce que l'on veut. L'Algérie, depuis des décennies, a joué les rôles de médiateur, même avec les Black Panthers. Dans les années 70, c'est vous dire. Et donc, cette position est logique et stratégique. Et en tout cas, il y a une continuité dans le référentiel diplomatique algérien qui, de mon point de vue, la rend encore plus crédible. C'est, en tout état de cause, ce que je pense sur la position diplomatique de l'Algérie à travers l'ensemble des conflits. La Palestine, il n'y a aucun doute. C'est comme ça, et ça ne sera jamais comme ça. Il a Yom Qiyamah. Donc, elle a des positions de principe, et ensuite, elle se laisse la liberté de prendre du recul et de peut-être un jour jouer le rôle de médiateur, ce qui serait d'ailleurs dans l'intérêt du peuple ukrainien. Les pays qui prennent position clairement en votant des résolutions contre la Russie, est-ce que la Russie va les recevoir pour jouer éventuellement le rôle du médiateur? Non. Et c'est ce que l'Algérie ne fait pas. Elle ne fait pas cette erreur-là. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on a réussi à joindre Nordine Aoussad? Peut-être pas encore. Alors on va continuer notamment. Comment vous l'avez trouvé ce président maintenant depuis 3 ans en place dans lorsqu'il reçoit, lorsqu'il est présent, etc. Est-ce que vous l'avez trouvé, on sait la prestance et le charisme de certains chefs d'État, peut-être sur la forme, quand il reçoit, quand il est présent, est-ce que ces 3 années de mandat lui ont permis peut-être, alors il y a débat, nommé, élu, vous pouvez réagir là-dessus bien évidemment, parce que ça relève aussi de la légitimité. Qui dit légitimité peut-être d'un peuple, dit aussi avoir une meilleure position, une meilleure force en termes de diplomatie. Comment vous l'avez trouvé, Abdelmadjid Tebboune? Alors moi, durant ces 3 années, bien évidemment, il y a eu la période de la crise sanitaire, je pense que vous attendiez à ce que je le dise, et qui a été quand même assez longue, pratiquement 18 mois sur 3 ans, ce qui est pas mal, ce qui est beaucoup. Alors moi, ce que je trouve, je vois le président de la République sous ce qui n'empêche pas, Covid ou pas, ce qui n'empêche pas d'y faire face aussi. Bien sûr, bien sûr. Ce qui n'a peut-être pas été le cas tout le temps. Peut-être pas comme tout le monde, comme dans tous les pays du monde, évidemment. Il est humain, comme Macron l'est, comme d'autres pays l'ont été dans leur déficience dans la gestion de la crise Covid. C'est une évidence. Vous pensez qu'Abdelmadjid Tebboune a mis tous les moyens avec son ministre de la Santé, avec toutes ses équipes, pour faire face notamment à cette Covid? Petite parenthèse. Je n'ai pas les éléments pour le dire. Donc, je ne m'invente pas des réponses. Donc on a eu des images et des choses assez bien fortes, vu, bien évidemment, comme tous les pays du monde. Donc l'Algérie n'est pas une assiette parmi tout un service. Donc évidemment, c'est une logique. Sur comment je l'ai trouvé, votre question. Alors je vois le président de la République sous 2 spectres en fait. Sous le spectre de celui qui sait ce qu'il veut, qui ne dévie pas, qui est droit dans ses bottes. Et il y a aussi le côté, moi, qui me plaît le plus. Je dirais, c'est un peu celui qui parle. On lui fait beaucoup le reproche, d'ailleurs, de parler des fois dans un langage populaire, avec pas forcément la prestance d'un président de la République. Je termine, parce que je sais où vous allez en venir. Et donc, et ce côté-là me plaît aussi. J'ai envie de dire qu'il a une stratégie, il a des objectifs, il y tient. Je vois pour ma part des résultats, si vous me demandez lesquels, je vous répondrai, des résultats concrets sur son programme, les 54 points, mais les points qui, moi, m'intéressent le plus et que j'ai le plus analysé. J'ai envie de dire qu'il faut se garder d'apporter toute, je dirais, pas critique, parce qu'on a le droit de critiquer, mais là, par contre, je vais vous donner un exemple où il a signé quelque chose qui me déplaît, parce que c'est le sujet, la diplomatie, si je ne m'abuse, c'est que
d'un point de vue de la diplomatie, tout se passe très bien, sauf une chose, par exemple, c'est la nomination. Je ne suis pas dans l'attaque personnelle, c'est la question de diplomatie. Sur la nomination de l'ambassadeur d'Algérie en France, qui est le poste le plus stratégique dans la diplomatie française, une personne, ce ne sont pas des jugements de valeur, parce que j'ai eu certaines occasions de le rencontrer, une personne qui est à l'opposé total de la conscience du peuple algérien, c'est mon avis. C'est une personne qui est la plus arrogante que j'ai pu rencontrer dans le milieu de la diplomatie. L'avoir nommé ambassadeur d'Algérie à Paris est, de mon point de vue, une grave erreur. Je n'ai jamais fréquenté les milieux diplomatiques algériens et c'est, par exemple, ce monsieur, je ne souhaiterais jamais le rencontrer. Et pourtant, je ne suis pas un habitué à fréquenter les milieux diplomatiques. Je pense que c'est le point noir sur la question de la diplomatie depuis qu'il a été élu président de la République. Alors, effectivement, on s'arrête 2 minutes là-dessus. À vous entendre tout de même, on voit ici un président algérien, 3 années, où tout de même il y a un travail qui a été fait, il y a des choses qui ont été mises en place. Je voudrais bien savoir lesquelles, mais on a tout de même aujourd'hui un peuple qui manque de démocratie. Il y a aussi des détenus qui sont là. Alors on parle de diplomatie ce soir, mais faut-il aussi peut-être avoir une bonne assise dans son pays et répondre aux questions du quotidien des Algériens. D'ailleurs là, on a aussi un peu vu 2 mondes. Vous pouvez réagir là-dessus depuis maintenant plusieurs semaines. Il y a tout ce qui se passe au Palais, ce sommet d'Alger qui a été organisé vraiment avec toutes ces informations, ces accueils en grande pompe. Et d'un autre côté quand même, il y a un peuple algérien depuis 3 ans. C'est une réalité puisque nous, ce sont les informations que nous avons, que nous recevons. Il y a des difficultés au quotidien, il y a des pénuries, il y a des problèmes vraiment en termes de santé, d'éducation. Je vous parle aussi de la Covid parce qu'effectivement, tous les pays se sont fait Non, mais par contre, au bout de 2 ans de pause, d'autres pays étaient prêts. Alors qu'en Algérie, c'est une réalité. Pendant 2 ans, il n'y a pas eu ce travail qui devait être fait en termes de soins, d'oxygène, d'accueil, etc. Ça, c'est une réalité. Donc voilà, à vous entendre tout de même, on a l'impression de peut-être de pas vivre de ne pas voir ce qui se passe dans le même pays. Donc question-réponse, vous pouvez réagir là-dessus. Et puis quelles ont été les réussites concrètes pour le peuple algérien notamment? D'accord. Le président de la République a été élu le 12 décembre 2019. Élu, nommé, placé. C'est pas pareil. 3 mois. Pour vous, il a été élu. Et pour moi, il a été élu. Avec un fort boycott, une forte abstention. Et je ne dis pas le contraire. Sur la question de l'impréparation de la crise Covid, il a été élu le 12 décembre 2019, fermeture des frontières françaises le 17 mars 2020. Donc, que voulez-vous qu'il fasse en 3 mois ? J'aimerais bien que vous me disiez si même un magicien n'aura pas pu le faire. Donc, préparer une crise Covid à 3 mois de son élection, il faut me dire comment on fait. Sur la question de ce qu'il a pu faire jusqu'à aujourd'hui, la question de la sécurité. La sécurité, je pense que le domaine le plus important et qui est demandé par tous les peuples, c'est d'abord la sécurité. Il est difficile de parler d'essor économique, de démocratie, de liberté, sans sécurité. On ne peut pas être dans une démocratie sans sécurité. De ce point de vue, Non, mais n'empêche que c'est aussi un pays. Aujourd'hui, par exemple, il y a des détenus d'opinion, qu'on le veuille ou non. Il y a des gens qui s'expriment. Ce qu'attendent notamment une partie des Algériens et des Algériennes, des militants, c'est à un moment donné de dire libérer les détenus d'opinion. On a un président qui a parlé d'une main tendue. On a un président qui a parlé d'une certaine démocratie, d'une certaine justice libre. Il y a notamment les détenus d'opinion aujourd'hui qui posent notamment un souci. C'est quelque chose qu'on peut pas, et soucier, le mot est faible, qu'on peut pas non plus ignorer. Sur ces 3 années de mandat, alors a-t-il le pouvoir, c'est une chose, mais il aurait pu travailler dans ce sens. Alors, sur la question des détenus d'opinion, vous savez, Chaban, j'ai travaillé 20 ans en prison, donc je sais comment se constituer et se déconstitue un dossier, notamment un dossier pénal, et donc j'ai cette culture d'entreprise qui me fait dire que, et c'est aussi le propos que j'avais tenu sur votre propre plateau à l'occasion d'une émission, c'est de savoir comment faire la différence entre une détention classique, je dirais, sur des faits, un fait pénal ou des faits, et la qualité de détenu d'opinion. Moi, pour ma part, j'ai
un discours très clair sur ce sujet. J'ai envie de dire que moi, à titre personnel, je n'ai pas les dossiers des détenus qualifiés ou catégoriés comme étant détenus d'opinion. Sauf un seul. Non, laissez-moi terminer. Sauf un seul. Sauf un seul, où je dis de manière très claire que Rachid Nekaz n'a rien à faire en prison. Et que lui, c'est un détenu d'opinion. Il n'a rien à faire en prison. Je le sais d'autant plus que je le connais depuis longtemps. Mais quand vous voyez depuis maintenant depuis plus de 3 ans, où on a des ONG, des États, des parlementaires, des Algériens et des Algériens, des parents qui à un moment donné crient en larmes en disant mais il s'est exprimé sur Facebook et il est en prison, c'est des choses que vous ne pouvez pas ignorer. Le but, c'est pas d'avoir les dossiers, mais on pourrait passer encore toute une soirée à les citer. Vous savez, Chaban, on pourrait faire passer 400 détenus, si vous avez c'est aléatoire ce que je dis, 8-10 détenus d'opinion, vous pouvez en faire passer 400 en tant que détenus d'opinion. Il y en a un, par exemple, qui a effectivement... Votre dernier exemple était le cas sur le journaliste qui avait parlé de pesticides qui se trouvent en Algérie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas le seul, il y a eu aussi des dates, enfin... Mais en tout cas, ce sont des gens clairs et nets et qui sont détenus pour d'autres raisons et qu'il n'y a pas un fait pénal à leur reprocher et qui n'ont rien à faire en prison. Et que tout le monde soit attaqué de terroriste avec ce 87 bis, ça vous non, ça dépend scandalise ou c'est pour vous c'est normal que... C'est une question générale à laquelle je ne peux pas répondre sans précision. Moi, je ne suis pas de ce point de vue. Non, mais vous ne pouvez pas ignorer non plus qu'en Algérie, des Algériens et des Algériennes qui s'expriment, un journaliste, etc., très rapidement, ça peut être du 87 bis. 87 bis, c'est pas rien quand même, c'est de classer quelqu'un chef d'accusation de terroriste. Quand on sait ce que c'est que... Ça vous choque, ça, ou pas? Non. Oui, mais vous me posez une question construite à partir de votre idée. Non, et je dois adhérer ou pas. C'est pas d'idée, ce sont des constats. Il y a beaucoup de militants aujourd'hui, croyez-moi, des jeunes aujourd'hui, qui sont même en exil. On prend Zaki Hannach, par exemple, qui est aujourd'hui exilé, qui a dû quitter son pays en Tunisie, parce qu'il est artiste et il s'est exprimé sur Facebook. Je ne connais pas le dossier. Non. On va regarder ces quelques images. Tout de même, je vous parlais tout à l'heure de la position de l'armée aussi en termes de diplomatie. On va retrouver ici, souvenez-vous, puisque fin août, le 30 août dernier, voilà, les images sont à l'antenne. Merci à les collègues en régie. Voilà, donc le président algérien qui recevait le président français. Et Emmanuel Macron, quelque part, a été reçu. C'est pas une rencontre qui était prévue, mais il l'a dit publiquement. Il a répondu à la presse en disant je m'y attendais pas. Et il a été reçu par les différents responsables de la sécurité algérienne, l'intérieur, l'extérieur, le président bien évidemment, et puis le chef d'état-major Saïd Chengleha. Voilà sur ces quelques images. Un mot, Jamel Gessoum, le sommet arabe, puisque ça fait partie aussi de cette diplomatie, notamment le président de la République avait évoqué en disant l'Algérie, tout doit se passer notamment à Alger pour réunir les pays d'Afrique. Succès, réussite. D'abord, est-ce que notamment un chef d'État peut-il se dire, avoir la prétention de pouvoir réunir tous les pays qui constituent donc le sommet d'Alger, alors qu'à l'intérieur du pays, tout de même, c'est très compliqué de rencontrer les syndicats, très compliqué de travailler avec les partis politiques, très compliqué d'avoir des bains de foule aussi. Ça, je sais pas, ou alors vous nous transmettrez les images, mais c'est tout de même une réalité. Est-ce que vous avez la même analyse de ce sommet d'Alger, sachant qu'une très grande partie des chefs d'État, des numéros 1 de ces grands pays, n'étaient pas présents? Alors, en extrapolant, puisque votre question est de savoir comment un pays qui aurait des difficultés à l'intérieur pourrait réunir l'ensemble des pays d'Afrique. Pourrait annoncer ça. C'est ce qui a été annoncé en tout cas. C'est la substance de votre question. Et je vais vous répondre de manière tout à fait objective. Je vais vous donner un exemple que sont les accords d'Alger concernant le Mali. Alors, on vient de m'annoncer que Nordine Aoussat est avec nous. Je vous redonne la parole tout de suite. Jamel Gessoum, gardez je garde bien. Vos idées, j'en doute pas. Nordine Aoussat est avec nous. Cher Nordine Aoussat, bonsoir. Merci de nous rejoindre.
Merci chez Chaban, ça fait un moment. Merci pour l'invitation et je salue, salam alaikum à tous les téléspectateurs, téléspectatrices d'El Maralbia ainsi que vos invités. Merci infiniment. Merci de rejoindre cet échange qui dure maintenant depuis une trentaine de minutes. 3 ans au pouvoir du président de la République Abdelmadjid Tebboune, 12-12-2019. Il est élu, il est en place, il est nommé. Peut-être avoir votre analyse, puisque je contextualise et je vous donne vraiment la parole pendant quelques temps. On a vu tout de même 3 années où le président Tebboune a essuyé pas mal de choses entre les haragas, le 87 bis, les détenus entre autres, et puis les feux, la Covid, enfin on pourrait en citer, mais il y a aussi la diplomatie, pas mal de rencontres ces derniers temps, notamment peut-être liées à cette crise géostratégique et le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il y a le Sahel, il y a bien évidemment le Maroc, il y a des problèmes avec l'Espagne, avec la France. Ça va mieux, mais il faut pas oublier que le président français avait quand même qualifié l'Algérie de pouvoir militaro-politique, politico-militaire. Là, en termes de diplomatie, est-ce qu'il indirectement parle de diplomatie? Est-ce que c'est une diplomatie militaire ou politique? Avoir un peu votre vision de cette diplomatie. Est-ce que l'Algérie est réellement en force? Est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune est un bon diplomate? Abdelmadjid Tebboune, c'est le piètre, je n'ai jamais vu, je me souviens 10 ans depuis, comment il s'appelle déjà, depuis que Bouteflika était ministre des Affaires étrangères, ensuite Ahmed Taleb el-Ibrahimi, ministre des Affaires étrangères, et je me souviens aussi de ceux qui sont venus dans les années 90 et ont mené la diplomatie algérienne. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi, je dirais, lacunaire dans la diplomatie et les affaires étrangères comme Abdelmadjid Tebboune. Je défie quiconque de me montrer Abdelmadjid Tebboune parler 2 ou 3 minutes, de dire des choses sensées dans les affaires étrangères. Que ce soit des interviews par écrit, j'en ai. Moi, je garde les archives et vous le savez bien. Ces interviews au journal L'Opinion, quand on l'interroge sur la Libye, il dit la Libye, on n'a aucun problème avec la Libye. Voilà. Et après, il ne connaît pas la diplomatie. Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune, 3 ans déjà, on retiendra que c'est le premier président qui, en 3 ans, n'a pas visité une seule ville algérienne. D'accord, à part Oran qu'il a fait en hélicoptère et voilà, aller-retour en hélicoptère. Abdelmadjid Tebboune, c'est celui qui a tout promis. Il reste 2 promesses qu'il n'a pas faites. Il va promettre aux Algériens de marcher sur l'eau. Je suis sérieux, de marcher sur l'eau et de promettre aux Algériens de rentrer au paradis. Voilà. Sinon, il a tout promis, mais il n'a rien réalisé. Jamais les puneries des produits de base n'ont été aussi aigus, aussi répétés, aussi, je dirais, tenaces que sous le règne d'Abdelmadjid Tebboune. Jamais nous n'avons pris un président en flagrant délit de mensonge factuel, tangible, quand il dit il n'y a pas de mort du Covid, alors qu'il y en avait des dizaines, quand il dit il n'y a pas de problème d'oxygène médical, alors que tous les médecins, tous les hôpitaux d'Algérie criaient qu'on manquait d'oxygène. Et que dire d'autre? Sinon, la diplomatie. Je suis très sérieux. Voilà, vous voyez qui est là. On voit pas ça. C'est le grand manipulateur. Le grand manipulateur ici, c'est Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, malheureusement, je pense qu'il manipule Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune se laisse manipuler par Emmanuel Macron qui souffle le chaud et le froid. S'il veut adoucir les relations avec l'Algérie, il les adoucit.
S'il veut une tension, s'il veut une remontée, il le fait. À chaque fois, c'est lui. Et quand il est venu en Algérie dans sa dernière visite le mois d'août, alors que Abdelmadjid Tebboune n'a rien soufflé sur le dossier, il a parlé pendant 9 minutes ou 10, il n'a rien soufflé sur le dossier de l'histoire et de la mémoire, et c'est Emmanuel Macron qui va parler pendant 4 minutes de ce sujet. Je ne pense pas qu'on est en diplomatie, qu'on maintient, qu'on maîtrise, qu'on dirige quoi que ce soit en diplomatie. Mais pourquoi si nous sommes... Oui, je vous écoute. Alors, alors la position d'Emmanuel Macron, on entend, mais on parle de diplomatie algérienne. Pourquoi est-ce que un chef d'État, un président qui a été, je le rappelle, élu, nommé, en tout cas il est en place depuis le 12-12-2019, pourquoi est-ce que lui, à l'inverse, à vous écouter, du coup il est vulnérable? Est-ce que réellement il n'y a pas de... Il est très très vulnérable. Il n'y a pas de cap... J'ai peur. Il n'y a pas de cap... J'ai peur et j'invite mes concitoyens, mes compatriotes à être très vigilants sur ce point, à être très vigilants sur le comportement de Abdelmadjid Tebboune vis-à-vis de Macron, parce que je le crois, je le considère, j'en suis convaincu qu'il est vulnérable. Il est doublement vulnérable. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est la première fois, Chaban, c'est la première fois depuis l'indépendance, depuis 62. C'est la première fois qu'un président, même ceux qui ont occupé le poste de président pendant quelques mois ou quelques petites années comme Zeroual ou quelques mois comme Mohamed Boudiaf, n'ont été aussi, je dirais, comment dirais-je, n'ont été aussi manipulables, n'ont été aussi sous emprise de l'armée. Mais alors, je vais me faire l'avocat du diable. Il est où ce président algérien? Est-ce qu'on parlait tout à l'heure, on va regarder tout à l'heure, enfin, on les a vus ces images, notamment du chef d'état-major qui reçoit Emmanuel Macron, mais dernièrement, il a reçu aussi Madame Obin, qui est ambassadrice à Alger, américaine. Où il est ce président en termes de diplomatie? Est-ce qu'il a lui-même un cap réel? Est-ce qu'il navigue à vue ou est-ce que c'est le militaire qui dirige? Deux remarques, Chaban, deux remarques. Je l'ai dit et je vais le répéter plus précisément. Depuis 62 jusqu'à 2019, aucun président n'a été aussi fragile sous l'emprise de l'armée comme il est Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune, c'est une marionnette. C'est une marionnette aux mains de l'état-major. Il y avait toujours un équilibre, plus ou moins. Il y avait un arbitrage. L'état-major militaire n'a jamais commandé seul l'Algérie depuis 62. Je dis bien depuis 62. Et le commandement militaire n'a jamais commandé l'Algérie seul depuis 62. Depuis le 12-12 jusqu'à aujourd'hui, l'état-major, c'est lui qui commande. Vous voulez connaître la diplomatie algérienne? Lisez ce qui est écrit dans la revue El Jaish le mois de décembre. Vous saurez ce qui va être dit par la diplomatie le mois de janvier. Lisez ce qui a été écrit au mois d'octobre, vous trouverez ce qu'ils vont dire au mois de novembre. Notre diplomatie, c'est une diplomatie militaire et notre commandement, c'est un commandement militaire. Donc le président, il fait de la figuration, il est là, il obéit à l'œil et de ce commandement militaire. Moi, j'ai peur pour l'Algérie. Très bien. Je n'ai jamais eu aussi peur pour l'Algérie que sous le règne de Abdelmadjid Tebboune, qui n'est qu'une marionnette. C'est même pas une façade, c'est une marionnette. Je termine. Il nous reste 8 minutes. Je ne sais pas si je peux vous garder encore, Nordine Aoussad. Je voudrais vous faire réagir sur une question. Et ensuite, il y a peut-être Jamel Gessoum qui va vous répondre. D'ailleurs, vous êtes aux antipodes, vous êtes à l'opposé des analyses, mais c'est ça qui fait la richesse du débat. Maintenant, si on rentre vraiment dans le contenu, alors vous avez donné votre point de vue, votre analyse sur le président Tebboune, mais après toutes ces rencontres, elles ont lieu, ces rencontres diplomatiques, armée, politique, président, chef d'état-major, mais est-ce que demain, dans quelques mois, quelques années, l'Algérie sort gagnante
est-ce qu'elle est réellement en force de toutes ces rencontres? Est-ce que réellement elle est en force et en puissance de toutes ces rencontres qu'elle a bâties, ces échanges? La Russie, l'Amérique, la France, les hydrocarbures, ou est-ce que c'est pas du tout dans son intérêt et tout ça, ça a servi justement à ces États qui sont venus chercher un peu leur intérêt, pour ne pas être répétitif? Même ces États qui sont venus chercher leurs intérêts, qu'est-ce qu'on a à faire? On a le mensonge, Chaban. Il faudrait qu'on ouvre les yeux. Quand vous avez les instances officielles qui vous déclarent qu'aujourd'hui, que cette année, nous avons exporté pour 50 milliards, je sais pas, de mètres cubes de gaz, et que l'année prochaine, on va doubler les exportations de gaz. On marche sur la tête. Et c'est pour cette raison que j'ai bien dit très sérieusement qu'il nous reste juste à nous promettre de marcher sur l'eau, parce que doubler sa production, pas seulement sa production, ses exportations de gaz en une seule année, en quelques mois, c'est même pas une année, parce que l'année 2022 est terminée, l'année 2023, elle est dans quelques semaines. Mais je n'ai jamais vu ça. J'ai peur pour l'Algérie, parce que nous avons un président qui nous ment, un président qui nous raconte n'importe quoi. Réaction donc, arrêtons d'aller dans ce sens-là et mettons-les devant les faits accomplis. Je reviens à vous. Réaction de Jamel Gessoum. Voilà, il nous reste 6 minutes. Une réaction. Alors, moi, j'ai envie de dire qu'il faut savoir raison garder, parce que même vis-à-vis de la pire des espèces, par erreur, elle fera toujours quelque chose de bien. Ça, c'est le principe humain. Et quand j'entends ce discours où rien n'est possible, même pas 0,1% pour crédibiliser les 99% qui resteraient, déjà, là, c'est pas une question de crédibilité. Ensuite, j'ai envie de dire que lorsque M. Aoussat a l'extraordinaire déclaration que M. Tebboune n'a pas évoqué le dossier de l'histoire Emmanuel Macron, j'ai envie de dire qu'effectivement, M. Aoussat était présent. Il a été invité par le président de la République et il a entendu que ce dossier n'a pas été évoqué. Et là, je remets en question tout simplement la question de la crédibilité. Je dirais pas de l'équilibre. Je ne vais pas dire d'autres mots pour pas être méchant. Mais en plus, faire le lien entre... Et là, c'est important. Monsieur Aoussat, sur le dossier le dossier histoire, on est mal placé, puisque je rappelle que... Attendez, comment on peut dire... Le président Tebboune avait commandé un rapport qu'on n'a jamais vu. Comment peut-on, et c'est ce que monsieur Aoussat a dit, de manière très claire, comment peut-on dire que M. Tebboune n'a pas évoqué le dossier de l'histoire à Emmanuel Macron sans y être? Est-ce qu'il était invité pour le savoir? Déjà, là, ça remet en question une question de crédibilité et je dirais même d'une syntaxe intellectuelle. On ne peut pas dire des choses pour lesquelles on n'était pas présent. Ensuite, quand on fait le lien entre la manipulation, M. Aoussat a dit que le président Tebboune est manipulé par M. Emmanuel Macron parce que M. Emmanuel Macron choisit le timing de ses déclarations quand il veut faire que les relations soient bonnes et à côté, quand il veut faire que les relations ne soient pas bonnes. Non, le président Tebboune n'est manipulé par personne. On pourrait refaire une émission, mais faut pas oublier quand même que pendant 10 mois, Emmanuel Macron n'y a pas été de main morte. Et puis très rapidement, ça s'est bien passé. Oui, d'ailleurs, on n'a pas entendu un mot d'échange là-dessus. C'est la force de la diplomatie. C'est que on peut être en confrontation très forte et qu'à un certain moment donné, dans l'intérêt de son pays, eh bien, on va non pas passer outre ce qui a été dit, parce qu'on n'oubliera jamais ce qu'il a dit, mais nous avons des intérêts. On a été bon sur l'histoire. Je rappelle quand même que au même moment où Emmanuel Macron commande à l'historien Benjamin Stora un rapport, Abdelmadjid Tebboune commande un rapport à Abdelmadjid Chiri. On n'a jamais vu. Voilà, alors moi, je vais vous dire très clairement, je ne le sais pas, je ne ferai donc pas comme M. Aoussat, qui déclare des choses pour lesquelles j'étais pas là. Un mot, une minute. Non, on le sait, on l'a jamais vu ce rapport. Enfin, en tout cas, si vous l'avez... Je ne suis pas en train de dire le contraire. Je dis simplement que quand je ne sais pas, je ne déclare pas des choses et je n'invente rien. Nordine Aoussat, peut-être une réaction, vous nous avez rejoint. 30 secondes. C'est Jamal, j'aurais aimé que vous soyez un petit peu plus prudent dans vos accusations. Quand je dis que Abdelmadjid Tebboune n'a pas évoqué, parce que nous avons vu la conférence de presse en direct. Il a parlé... Soyez précis, monsieur, alors. Soyez précis dans vos déclarations. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il a parlé, il a fait toute sa déclaration
Comme je le disais, en 9 ou 10 minutes, nous avons entendu tout ce qu'il a dit de A à Z. Et ensuite, Macron a pris la parole après lui. Il a parlé pendant 9 minutes. Et on sait intégralement et totalement ce qu'a dit l'un et ce qu'a dit l'autre. Sans cela, je ne me permettrai pas de dire que Abdelmadjid Tebboune n'a pas évoqué le dossier. C'est ce que vous avez dit, monsieur. Et c'était Macron qui l'a fait pendant 3 minutes. On termine. Sinon, pour le... Non, on termine avec vous. Il nous reste 1 minute 30. La position en termes de diplomatie, c'est un peu important. La position de l'Algérie avec la Russie, elle a été claire. Soit je m'abstiens sur des résolutions, soit je vote non. Est-ce que demain, ça pourrait porter préjudice, ça pourrait coûter cher à l'Algérie, ou elle a bien fait de se positionner comme celle-là Écoutez, c'est Abdelmadjid Tebboune lui-même, on le prend au mot, quand il parlait à Blinken et qui lui dit que notre position, elle a été un moment ambigu et qu'elle n'a pas été comprise. Effectivement, la diplomatie algérienne a été ambiguë et c'est pour ça qu'elle a été rappelée à l'ordre par les Américains à plusieurs reprises. On ne peut pas faire la neutralité quand la Russie envahit un pays et déclare une guerre à son voisin. La diplomatie algérienne, elle n'est pas neutre, elle est plutôt, c'est ce que considèrent les Européens, c'est ce que considèrent les Américains, qu'elle est alignée à la position russe et il faudra corriger le tir, bien entendu, le plus tôt possible. La diplomatie algérienne, toute diplomatie d'ailleurs, elle est fondée d'abord sur la cohésion du front intérieur de la nation. Quand vous avez un pays soudé, quand vous avez une vision, quand vous avez une feuille de route, quand vous avez une stratégie politique en interne, vous pouvez décliner cela en externe. Ce n'est pas le cas de l'Algérie, malheureusement. Merci, cher Nordine Amsat. 5 secondes chrono, vous m'avez demandé. Je regrette que M. Abdel Samar n'ait pas été présent, parce que j'avais des choses à Ça sera l'occasion de le recevoir. On a eu des informations. Malheureusement, il a eu un contretemps. On ne cache rien aux téléspectateurs. Merci à Jamel Gessoum d'avoir été avec nous. Merci à vous, Chaban. Nordine Amsat, merci de nous avoir rejoints. D'ailleurs, je rappelle que vous avez publié dernièrement un livre autour de ces relations franco-algériennes avec un divorce entre parenthèses. L'équipe en régie, merci infiniment. Dans un instant, l'édito de Jamaldine Benchenouf. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir.